Vincent faisait partie de ces hommes qu'un seul coup d'œil suffisait à ranger parmi la vaste division des malheureux. Fils unique d'un couple de maraîchers à la santé précaire, sa jeunesse s'était tôt consumée parmi l'effervescence des marchés et l'austérité des chambres d'hôpitaux, où il rendait tantôt visite à sa mère, tantôt à son père, selon le mal qui, toujours, les frappait à tour de rôle. Trop souvent inquiété par l'avenir incertain de ses parents, il parvint cependant à concentrer assez de ressources pour obtenir ses examens au terme de ses années de collège, puis de lycée. Il venait de passer son baccalauréat lorsque son père, frappé d'une crise d'apoplexie, mourut. Jamais il ne put oublier l'expression de terreur qui déforma le visage du brave homme expirant sur son lit. Le cadavre de celui qui fut son père lui avait semblé celui d'un autre. La bouche déjà tordue, les yeux fixes et tournés vers l'autre monde, et la lividité trop soudaine du corps lui communiquèrent un tel effroi qu'il s'enfuit de la chambre mortuaire sans se retourner. Jamais il ne le revit. Il assista à la descente du cercueil dans la fosse, à la psalmodie du prêtre, puis écouta tomber la terre sur le couvercle boisé, jusqu'à ce que, tout à fait enseveli, il ne rendit plus un son. Alors, la terre répondant à la terre, et sentant monter un flot trop important de larmes, il se retourna et, prenant la main de sa mère, dont une partie de la raison s'était abîmée avec le cercueil, l'entraîna vers la longue route qui devait les conduire chez eux. Accablée par la douleur, la pauvre femme malingre ne fut bientôt plus en mesure de s'occuper d'elle-même, et Vincent, qui n'avait pas encore 20 ans, chercha un emploi qui lui permît d'apporter au foyer les finances nécessaires à la vie. Il prit soin de sa mère du mieux qu'il put. D'une complexion robuste, les épaules bien faites et l'esprit vif, Vincent vint grossir les rangs de la police. Apprécié par ses collègues, loué par sa hiérarchie, il exerça 10 années durant avec beaucoup de rigueur et de probité. Mais un soir d'hiver, c'était un 31 décembre, comme il intervenait au sein d'une forêt où une aliénée menaçait de se trancher la gorge, il fut blessé par la forcenée. La suspecte fut localisée, mais on ne put jamais expliquer pourquoi, parvint à s'enfuir tandis que, menottée et escortée, on la poussait dans le véhicule qui devait l'emmener à la station. Menacé par l'opprobre et le blâme populaire, le service étouffa l'affaire. Les 2 agents à qui la femme avait échappé n'osaient faire la moindre déclaration. Lorsque, contraints par la hiérarchie ou par l'émotion, ils le faisaient, ce n'était jamais sans un frisson qui leur glaçait le cœur. Après son agression, Vincent fut découvert par l'une de ses collègues, inconscient et baignant dans son sang près d'un arbre. Elle le conduisit à l'hôpital le plus proche, où il demeura convalescent plusieurs semaines durant. Peu de temps après, il s'installa avec Charlotte, celle-là même qui l'avait sauvé et qu'il s'était persuadé d'aimer. Sa blessure guérit, mais le jeune homme, pour avoir côtoyé la mort, ne remercia pas le ciel de ce qu'il fut toujours vivant, mais tira plutôt de cette sinistre accointance quelque mélancolie qui s'enracina au plus profond de son être. Sa témérité, que l'on louait alors, confina bientôt à l'inconscience. Il agissait sans se soucier de l'opinion de ses supérieurs, oubliait de porter l'équipement réglementaire et s'avançait souvent, seul et sans aucune appréhension, dans ces lieux malfamés où la présence de 10 officiers de police n'eût pas été gage suffisant de précaution. On remit en question son équilibre psychologique. Il fut soumis à quelques tests. On convoqua une commission. Il fut bientôt mis à pied. Son couple, malgré les efforts fournis par sa femme, ne tint pas. La séparation fut décidée et Charlotte changea de corps de métier. Pendant quelque temps, et avec l'argent qu'il avait eu la présence d'esprit d'épargner, il resta au chevet de sa mère, dont il s'occupa jour et nuit. Malade et désorientée, la pauvre femme était en proie aux crises de démence, que Vincent parvenait cependant à calmer,
bien qu'elle dusse ressurgir régulièrement. C'était le soir, au cœur de la nuit, que ses accès de fièvre et de folie l'ébranlaient le plus. Elle hurlait, crachait et parlait parfois un sabir qui hantait jusqu'au cauchemar de Vincent. On eût dit qu'elle cherchait à invoquer la mort elle-même, qu'elle l'appelait du plus profond de sa folie. Une nuit, cependant, ces mots qui d'habitude ne répondaient à aucune logique, n'avaient aucune consistance grammaticale, frappèrent Vincent par leur trop étonnante clarté. Sa mère, d'une voix caverneuse, semblant remonter des tréfonds, répétait inlassablement une phrase que Vincent craignait de comprendre et qui semblait avoir attrait à lui. « De quoi parles-tu, maman ?» demanda Vincent, le corps parcouru d'un long frisson. Vincent, tenant sa mère en position assise sur le lit, essaya de la faire parler, mais sa tête, pesante à l'extrémité de son cou qui semblait privé de muscles, tomba comme un poids mort sur l'oreiller. Vincent ne rejoignit pas son lit ce soir-là. Son sommeil, longtemps perturbé par l'angoisse de ce que son futur lui réservait ou lui interdisait, s'embarrasserait désormais des lugubres mystères de sa mère. Il songeait, accoudé à la fenêtre ouverte sur l'immensité sombre d'une nuit sans éclat, au temps, ce temps qui lui restait. La campagne semblait déserte, le vent filait silencieux à travers le feuillage des arbres somnolents. Un grillon, au loin, lançait parfois un appel qui restait sans réponse. L'air était doux, et la nuit noire offrait aux yeux un répit auquel il goûta d'abord avec un plaisir suave. Pourtant, à mesure que grossissait en lui cet embryon de plénitude, il sentit son cœur s'enfler d'une peine subite, comme si les tourments de son existence se missent à peser tout à coup sur ses épaules, comme si on lui eût annoncé sa mort à venir, toute proche, ce soir, au détour d'une nuit sans répit. Il voulut songer à quelque chose qui l'eût détaché, ne fût-ce que pour un instant, de son angoisse soudaine, mais les seules pensées, les seules images qui parvinrent à infiltrer les fortifications de son esprit furent celles de son propre futur, un futur incertain, le futur d'une vie insensée où nul horizon ne s'était jamais dessiné qu'en filigrane d'une brume écrasante. Il se redressa, voulut inspirer, mais l'air tiède semblait se refuser à ses narines. Sa poitrine se soulevait comme une lame de fond et s'affaissait dans la douleur. Il voulut saisir un objet, n'importe lequel, afin de fixer son attention sur quelque chose qui l'eût rappelé à la raison, mais ses mains tâtonnantes se refermaient dans le vide, impuissantes à palper. Il fit quelques pas, la main appuyée sur son front cramoisi et, harassé, accablé, s'écroula au fond d'un fauteuil, reculé dans un coin sombre du petit salon. Il resta prostré ainsi de longues minutes durant, comprimant parfois sa poitrine qui le brûlait comme par l'effet d'un brasier intérieur. Alors il fixa son attention sur l'horloge murale. Le galop inquiet de la trotteuse lui était insupportable. Il ferma les yeux un instant, espérant sans doute apaiser par ce geste les battements trop précipités de son cœur. Mais un bruit, comme celui d'une toupie élancée, le rappela à lui-même. Il ouvrit les yeux et, à la faveur d'un rayon de lune dont un nuage, moins dense que les autres, s'était laissé pénétrer, constata non sans horreur que les aiguilles de l'horloge tournaient avec la fureur d'une hélice. Les heures s'étaient mues en minutes, les minutes en secondes. Son front le brûlait. Il fit un effort pour se lever et bascula l'interrupteur qui contrôlait le luminaire du salon. Rien ne se passa. L'obscurité dans laquelle venait trancher le seul rayon de lune demeurait. Il prit une lampe torche et braqua le faisceau lumineux sur l'infâme horloge qu'il aurait voulu jeter au sol. C'est alors qu'il se sentit défaillir. Le disque de lumière jaune enveloppait une vieille photo de famille, juste en dessous du garde-temps. Un cri sans consistance lui échappa. Le visage de sa mère, si fin, empreint de cette candeur juvénile qui renferme toute l'essence de la beauté, le terrifia.
Un rictus terrible et infâme parcourait à présent ce faciès qui lui avait jusqu'à présent semblé celui d'un ange. Ses cheveux, d'ordinaire d'un noir de jais, abondant en cascades sur ses épaules, étaient défraîchis, comme s'ils eussent trempé dans l'acide. Certains endroits clairsemés laissaient apparaître la chair du crâne, blême et triste, comme celle d'un corps que la vie vient de quitter. Vincent eut un mouvement de recul et, d'instinct plus que par réflexe, s'élança à travers le salon pour rejoindre la chambre de la malade. Il ouvrit, ou plutôt entrebâilla la porte, lentement, avec une extrême précaution, comme s'il eût craint d'y trouver quelqu'un qui ne fût pas sa mère. Alors qu'il poussait le battant d'un geste grave, la main tremblante, le cœur bondissant sans cohérence, il se servit de sa lampe torche pour sonder l'obscurité trop parfaite de la chambre. Abandonné çà et là, comme par quelqu'un qui aurait manqué cruellement de temps, quelques vêtements dont la blancheur avait passé gisaient au sol. Il déplaça le faisceau lumineux qui, chassant les ténèbres environnantes, découvrit le grand lit à baldaquin et ses lourdes couvertures entortillées et repoussées à son extrémité. Sur la couche, allongés les bras croisés, la tête rehaussée par quelques coussins dont on avait ôté la taie, sa mère respirait lentement, dans une attitude qui semblait celle du repos. Un profond malaise s'insinua jusque dans les entrailles de Vincent, qui communiquèrent à son cœur un sentiment de répulsion trop intense. La pauvre femme était entièrement nue. Ses cheveux grisonnants pendaient sur sa poitrine, comme un rideau sur une scène depuis longtemps désertée. Sur son corps blême et amaigri, où saillaient par endroits des os que l'on eût dit brisés, transparaissait tout un réseau de veines violacées, dont on pouvait apercevoir le pénible mouvement, comme celui d'un ver à l'agonie. Vincent éteignit aussitôt sa lampe torche. Il eût voulu faire un pas dans la chambre et tendre la couverture sur sa mère, mais, figé sur le palier, ne put se résoudre à faire un geste, moins encore à s'avancer au cœur de la pièce. Une odeur de sueur et de sang pesait sur les lieux. Dans le silence du logis, que seul venait perturber le cœur affolé du jeune homme, il lui sembla percevoir un son, lointain, très lointain. Il crut d'abord reconnaître le mouvement spasmodique du rongeur, exerçant ses dents sur le bois des cloisons, mais le bruit s'intensifiant, et comprenant qu'il ne provenait pas de l'intérieur des murs, mais d'entre les murs, devina le claquement lugubre des molaires qui s'entrechoquaient. Les mâchoires de la mère étaient secouées de spasmes, et la rigidité et la pâleur de son corps aidant, elle ressemblait à ces poupées de cire, vestiges d'un ancien temps. Sa tête paraissait tourner lentement sur elle-même, comme ces viandes lacérées sur une broche. Le garçon, qui sentait sa raison versée du côté de ténèbres trop épaisses, recula et referma la porte. Il se précipita vers le téléphone et composa le 15. La tonalité se fit entendre, puis presque aussitôt, le son d'une voix à l'autre bout de la ligne. « Allô ?» Vincent n'avait pas porté le combiné à hauteur d'oreille. Ses membres étaient effroyablement lourds, comme si quelque étrange force pesait sur ses épaules pour se nourrir de sa volonté. « Allô ? D'où nous appelez-vous ? Et quelle est votre urgence ?» Enfin, comme rappelé à la vie par ce simple mot « urgence », son bras se leva, et ses lèvres affleurant au téléphone, il expliqua la situation et donna son adresse. « Monsieur, » répondit son interlocutrice, « il est déjà trop tard. » Vincent se défendit, arguant que sa pauvre mère était pourtant bien vivante, et comme il disait cela, il lui sembla entendre la femme rire, doucement, comme par l'effet d'un sourire qui, pour s'être trop accru, laisse échapper malgré lui cet éclat de l'âme humaine. « Allons, Vincent, » déclara la voix riante et lointaine. « Quand grandiras-tu enfin ? Tu n'as pas su aimer, Vincent. Tu croyais avancer, mais tu es mort, Vincent. Tu es mort à toi-même. Une main de squelette ne saurait cueillir une fleur sans en sectionner la tige. » Et la voix, que Vincent reconnaissait à présent pour l'avoir trop souvent entendue, s'enfla d'un rire caverneux, dégoulinant de fiel. Le jeune homme, comme poussé dans un abîme par une main invisible, perdit l'équilibre.
une symphonie de voix malsaines dont l'affreux amalgame devait préfigurer les salons de l'enfer s'élevait dans son esprit qu'il ne pouvait plus ni contrôler ni diriger. Il tourna sur lui-même, trébucha, s'agrippa au mobilier, renversa la vaisselle empilée sur le buffet et s'effondra sur le parquet parsemé de bris de porcelaine. Il ne sut combien de temps il resta inconscient, dans cet état que se disputaient la mort et la vie. Pourtant, ses yeux s'ouvrirent à nouveau. Vincent avait la bouche si sèche qu'il ne pouvait déglutir. Il passa la langue sur ses lèvres sanguinolentes pour y étancher sa soif. Quelque chose l'avait extrait de sa léthargie. Un son, lointain et régulier, qu'il ne put identifier. Son regard se posa sur l'horloge murale. Les aiguilles étaient arrêtées. La photo de famille avait disparu. Des ombres parcouraient les murs que l'on eût dit couverts par une étoffe frémissante. Pendant un instant, Vincent s'imagina gisant quelque part au fond des eaux du Pacifique. Et toujours le son, qui lui paraissait plus proche désormais, ou peut-être simplement plus clair, naviguait entre le jardin et le salon. Il essuya son front trempé de sueur et se redressa. Son corps était tellement endolori qu'il se persuada d'avoir été passé à tabac, bien qu'il n'en eût pas le moindre souvenir. Enfin, il se leva, passant la main sur les cloisons afin de se guider et de ne pas perdre l'équilibre. Comme il avançait, il buta sur la lampe torche qu'il ramassa et alluma, moins pour lui servir de guide que pour le rassurer par sa seule lueur. En passant l'encadrement de la porte de la chambre maternelle, qu'il avait trouvée grande ouverte, il comprit tout de suite qu'elle avait disparu. Le lit était vide, bien qu'il fût méticuleusement fait, comme si personne ne s'y était jamais allongé. Il s'avança jusqu'au centre de la chambre. Un air frais y circulait, et tournant la tête, Vincent vit le rideau de dentelle flotter devant la fenêtre ouverte. Comme il s'en approchait, il entendit à nouveau ce bruit et comprit qu'il ne pouvait s'agir d'autre chose que de la terre que l'on remuait. Dehors, derrière l'étoffe aux mailles distendues et à la faveur d'un flambeau grossièrement planté dans le sol, il distinguait le mouvement d'une pelle qui apparaissait par intermittence à la surface d'un grand trou. Un monticule de terre s'élevait à côté de la fosse. Malgré l'horreur que lui inspirait cette scène, il ne put résister à l'appel de l'abîme. Il passa par la fenêtre et s'approcha, butant plusieurs fois sur les cailloux et les racines abondantes à ce sol inculte. La terre était moite et dégageait une indicible puanteur. Le fossoyeur, dont il ne voyait rien, sinon les mouvements frénétiques de la pelle, poursuivait inlassablement sa besogne. Mais après un moment qui lui avait paru interminable, et comme il se trouvait à 1 mètre de l'excavation, il écrasa une branche qui se rompit avec un son sinistre, dont la lune même sembla pâlir. L'ouvrier sépulcral s'arrêta aussitôt de creuser. Un odieux silence s'abattit sur ce coin de jardin. Alors, doucement, lentement, progressivement, avec une infinie précaution, comme s'il eût craint de déranger un mort, le jeune garçon, le teint plus livide qu'un linceul, se pencha par-dessus l'abîme. Le flambeau jetait l'or de sa flamme vacillante sur les profondeurs de la tombe. Vincent fut pris d'un vertige. Le trou lui semblait sans fond, et sans rien apercevoir, il comprit que quelque chose dont il ne pouvait déterminer la nature, répondait à son regard depuis le gouffre. Cet œil scrutateur le pénétrait comme une lame, et petit à petit, il sentit une blessure s'ouvrir sous ses côtes. Vidé de ses forces, étourdi, en proie à ce qu'il s'imaginait être une hémorragie, il comprima son ventre. La terre trop friable céda sous sa main gauche et, privé d'appui, il tomba, sans un cri. En s'écrasant au fond, il sentit son dos se briser.
Le sang abondait à sa bouche. Il était incapable de faire le moindre mouvement. Alors, gisant immobile, les yeux égarés dans ce morceau de ciel noir qu'il fouillait, comme s'il eût espéré y trouver le salut, il distingua un éclat, semblable à celui du diamant. Sa beauté le porta à sourire. Pour la première fois de sa vie, il se sentit en confiance, comme si un être infiniment bon lui eût tendu les bras. Une douce lassitude le prit, comme un vieillard au terme d'une vie sans regret. Il s'apprêtait à fermer les yeux lorsqu'une ombre parut à la surface, voilant une portion du ciel, sans toutefois occulter la lueur blanche. Bien qu'elle lui semblât humaine, elle se déplaçait tortueusement, rampant plus que marchant. Il entendit un souffle laborieux, puis, à nouveau, le son de la terre que l'on dérangeait. Il crut distinguer une touffe de cheveux gris flotter par-dessus sa fosse. Puis, un mélange de terreau humide et de poussière lui tomba dessus. Une voix, qu'un restant de familiarité rendait plus terrible encore, prononçait quelques mots extraits d'une langue inconnue. Le poids de la terre l'écrasait, l'air n'entrait plus dans sa poitrine comprimée. Ses yeux seuls n'étaient pas encore recouverts. Son étoile le fixait toujours. Et comme il lui souriait, une pelletée de terre, plus abondante que les autres, le plongea tout à fait dans le noir.